Le gouvernement français indique par ailleurs que les salariés appartenant à une entreprise dont la survie serait mise en cause par la crise du Golfe pourront, avec l'accord des employeurs, bénéficier du maintien des contrats de travail. Ils pourront toucher notamment des indemnités dites de chômage partiel total. Le cas de la Gérib qui a suspendu le paiement de ses 6 salariés retenus à Bagdad, nous vous en parlions hier, est en cours d'examen. Sur le terrain, en Arabie Saoudite, le 5e régiment français d'hélicoptères de combat a commencé à s'installer à une centaine de kilomètres de la frontière avec l'Irak. Le problème du commandement reste en suspens entre Paris et Riyad. Antenne 2 sur place avec Jérôme Bonny et Christian Autain. Plantée dans le désert saoudien, à une centaine de kilomètres de la frontière irakienne, la cité militaire du roi Khaled, qui précéda le roi Fahd sur le trône wahhabite. Mirage de béton et de luxe, abritant une brigade de l'armée saoudienne, sentinelle au nord du royaume. C'est ici également que seront logés les 500 hommes du 5e régiment d'hélicoptères de combat qui rejoignent depuis hier leur position par voie aérienne ou terrestre. L'état-major saoudien leur a attribué in extremis la 2e piste de la base. Vous avez survolé en hélicoptère la zone frontalière qui se trouve à une centaine de kilomètres à peine. Quelle a été votre impression? Pas tout à fait. Nous sommes passés à une trentaine de kilomètres de cette zone frontalière. Notre impression est qu'il s'agit là d'un théâtre d'opération très particulier parce que c'est une pièce, si l'on peut parler ainsi, qui n'a pas de décor. C'est un plat infini dans les limites que peut comporter un désert. Vous me laissez opérer? Attends. Je lui ai dit quelques mots, voilà, allez. Le général Roquejoffre, lui, suit étape après étape la progression de l'escadrille, quelque peu débordée par l'orchestration médiatique de l'événement. Essayant tant bien que mal de contenir la troupe des journalistes, presque aussi nombreux que ces gazelles. Vous avez accueilli, c'était avant-hier déjà. Avant-hier, mon général. Avant-hier, à l'arrivée du Clémenceau, et aujourd'hui, je vous accueille un peu plus au nord. Tout à fait. Bon, est-ce que le problème de commandement est en voie de règlement? Vous avez vu ce qu'a déclaré le président de la République, que les troupes françaises seraient sous commandement national. Vous pensez que ça va pouvoir se faire à terme? Il faut que ça se fasse. Même en cas d'opération? Écoutez, là, je vous répondrai un autre jour si je peux le faire. C'est prématuré. Oui, c'est très prématuré. Mais enfin, les troupes arrivent maintenant, donc on est en droit de se poser la question. Laissez-les s'installer. Difficile, pourtant, d'obtenir cette autonomie avec des troupes représentant en nombre d'hommes à peine plus d'1% de l'ensemble des forces stationnées en Arabie Saoudite. Mais tout est possible ici, dans la cité militaire du roi Khaled, qui a su faire jaillir l'eau du désert. Le scénario n'est pas sans rappeler un taxi pour Tobrouk, pour ne pas dire la grande vadrouille. 3 militaires français en mission de reconnaissance aux abords de la frontière entre l'Irak et l'Arabie ont été capturés par une patrouille irakienne puis remis entre les mains de notre chargé d'affaires à Bagdad. Pour le commandant des forces françaises en Arabie, ces 3 militaires ont commis au moins une imprudence. Selon le ministère de la Défense à Paris, ils seront sanctionnés car il y a eu faute dans l'exécution. Récit de nos envoyés spéciaux en Arabie, Jean-Marc Ilouz, Philippe Péter. Les 3 soldats français capturés par l'Irak appartenaient probablement à une unité de la 6e DLB, comme celle qui patrouillait ce matin dans l'immensité désertique de la frontière entre Arabie Saoudite et Koweït. Mission, non pas tenir une position fixe, mais déplacer en permanence des moyens de défense sophistiqués à l'arrière des forces arabes placées en première ligne face à l'Irak. Des déplacements qui, en général, mettent en mouvement au moins une douzaine d'hommes. Mais ce matin, au PC du commandement français de la région de Afar el-Batin, le général Mouscardès, patron de la 6e DLB, refusait de s'adresser aux caméras de télévision et se bornait à émettre une seule hypothèse. Si les Irakiens ont restitué les 3 Français, c'est qu'ils considèrent qu'il s'agissait d'une erreur, sous-entendu erreur de navigation, mais sans dire si c'était les Français ou au contraire les Irakiens qui, par mégarde, étaient passés en territoire adverse. Seule information, l'officier français et les 2 sous-officiers roulaient à bord d'une Jeep, mais pas un mot sur leur mission réelle. C'est à bord d'une Jeep comme celle-ci qu'ont été capturés les 3 soldats français. Mission de reconnaissance de routine, discrète mission d'espionnage, excès de zèle ou simple imprudence, motif et bouche cousue au PC du commandement français, les journalistes n'ont pas le droit d'enquêter parmi les hommes de troupe, sous peine d'expulsion immédiate de la zone opérationnelle.
Pas question donc de savoir ce soir où et comment, et surtout dans quelles conditions s'est déroulé cet embarrassant incident de frontière, à l'exception de ces quelques brèves réponses accordées en exclusivité à Bernard Benjamin par le commandant en chef des forces françaises en Arabie Saoudite, le général Roquejoffre. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que cet incident mette le feu aux poudres? Vous savez, si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé au téléphone, que j'ai passé à rendre compte, que j'ai passé à demander, vous verrez très bien que je n'avais pas eu le temps de me poser des questions de cet ordre. D'après ce que vous savez, est-ce que cet incident a eu lieu à l'intérieur du territoire saoudien ou à l'intérieur du territoire irakien? Écoutez, je pense que toutes les hypothèses sont possibles. Votre sentiment? Je m'arrêterai là. La bête noire des prêteurs et des banquiers. La crise du Golfe, George Bush, le président américain, répète qu'il n'est pas question de négocier avec l'Irak, qu'il n'est pas d'humeur à la négociation. Mais l'heure reste pourtant au dialogue. À Bruxelles, les 12 décident le principe d'une rencontre entre le ministre irakien des Affaires étrangères et son homologue italien, dont le pays, l'Italie, préside actuellement la CE. Par ailleurs, Roland Dumas affirme qu'une conférence internationale pour un règlement global de tous les problèmes du Proche-Orient et du Moyen-Orient sera indispensable une fois la crise réglée. Il n'empêche, sur le terrain, la France renforce son dispositif avec des canons de 155, Antenne 2 en Arabie Saoudite, Laurent Boussier, Christian Leroux. Le général Roquejoffre est un homme prudent. Il y a plus d'un mois déjà qu'il a demandé le renfort de l'artillerie pour durcir le dispositif Daguet. De l'avis de nombreux experts, Daguet, qui compte aujourd'hui plus de 6000 hommes, des chars, des hélicoptères, des missiles et des avions, manque un peu de puissance de feu, la puissance de ces canons de 155 TRF-1 qui pourraient arriver en Arabie Saoudite dans les semaines à venir. Capables de tirer jusqu'à 24 km, pouvant être montés en batterie et couplés à des ordinateurs qui leur donnent une précision remarquable, ces canons, dont on voit ici un exemplaire en démonstration en France, sont un des matériels les plus modernes de l'armée française. Dans le désert, ces canons permettront aux Français de frapper loin devant eux, ce qui augmentera d'autant leur sécurité. Et puis il y a le changement de posture du dispositif français qui pourrait passer d'une posture défensive à une posture offensive, mais là le choix est politique puisqu'il s'agit d'un signe à destination de l'Irak et qu'au plus haut niveau de l'État, la décision n'a pas encore été prise. De toute façon, en ce qui concerne l'arrivée des canons de 155 ici en Arabie Saoudite, changement de posture ou pas, peu importe, puisqu'encore une fois, ce ne sont pas les armes qui sont offensives ou défensives. Sur le terrain, en Arabie Saoudite, les derniers renforts de l'opération Daguet sont arrivés aujourd'hui. Les militaires affirment que le dispositif français est désormais opérationnel. Confirmation avec nos envoyés spéciaux, Gilles Rabine, Christian Leroux. Le lever du soleil sur la mer Rouge, ils n'auront pas eu le loisir de le contempler longtemps. Ils sont jeunes, tous entre 20 et 28 ans, tous engagés de l'armée de terre, tous servant de blindés. La France est loin. Ils viennent d'accoster à cette terre d'Arabie qu'ils ne connaissent pas, mais où une guerre les attend. 6h du matin, à Yambou, 4h heure de Paris, les 44 chars AMX-30 B2 du 4e régiment de dragons de Mourmelon débarquent du cargo Saint-Romain avec les 651 hommes et officiers qui les servent. Vous avez une idée de ce que c'est la guerre? Non, puisqu'on n'en a jamais fait, on verra bien. Vous avez une idée de la quantité de matériel, de forces, de soldats, de chars qui est en face? On le voit bien, oui. Ça vous inquiète pas? On le sait. Avec ses chars d'attaque du 4e Dragon, Daguet, le dispositif militaire français en Arabie, jusqu'ici réputé absolument défensif, peut devenir offensif sur le champ si un ordre vient de l'Élysée. L'AMX-30 B2, c'est le meilleur char actuel de l'armée française. Il risque fort dans ce désert saoudien d'avoir à affronter les très performants T-72 soviétiques dont sont équipées les divisions d'élite irakiennes. Bien sûr, le blindage comptera. Si on se bat à une certaine distance, aux alentours de 1500 à 2000 mètres, le blindage comptera. Maintenant, si on se bat au plus près, c'est-à-dire autour de 1500 mètres ou en deçà, ce sera une affaire de mobilité essentiellement. Parce que dans un combat de char, c'est le premier qui tire qui a gagné. C'est ça, c'est une affaire de rapidité et de mobilité. Tirer le premier pour survivre, entre eux, sans témoin, les jeunes tankistes du 4e Dragon disent plus crûment, c'est le premier qui bande, qui baise l'autre. Un humour rustique de cavalier qui veut cacher une anxiété véritable à la veille de ce qui risque d'être, si la guerre éclate, la plus grande bataille de chars de l'histoire.